Donc, je rappelle en 2 mots, qui on est parce que effectivement, on est très peu connu quand même. Hem, on est, déjà leader mondial sur nos marchés. On est une entreprise qui est présente dans 140 pays avec, 20 000 collaborateurs. On a 40 ans cette année. C'est à noter parce qu'en fait, c'est une entreprise qui est dans le numérique depuis 40 ans. Ça veut dire qu'on a vu passer un certain nombre de vagues, technologiques, hein. On a démarré dans le mainframe, on a passé Unix, Windows et on est toujours là. On a laissé pas mal de concurrents au bord de la route et nos concurrents se transforment. Historiquement, effectivement, c'est l'entreprise qui a pris le pari, puisque c'est une start-up, qui était une spin-off de Dassault Aviation historiquement. Le pari, c'était qu'à l'époque, les gens travaillaient avec une planche à dessin, ou en 2D sur un IBM mainframe et le pari, c'est de faire une conception directement en 3D et que le 3D devienne le master, le référent et que si on a besoin d'un plan, on va le générer et puis, la 3D va permettre la fabrication. Et donc de la pièce, on est passé à la maquette numérique. On a attaqué directement des objets complexes parce que c'est une entreprise d'ingénieurs et l'ingénieur, par définition, il aime bien ce qui est complexe. Donc on a démarré avec les avions, avec les voitures, les sous-marins. Entre nous, du reste, le produit le plus complexe au monde, c'est un sous-marin nucléaire. Parce que ça combine à la fois la complexité nucléaire et d'un engin sous-marin avec toutes les contraintes qu'on connaît. Et de fil en aiguille, on s'est étendu sur 11 industries. Et ce qui fait que maintenant, il y a à peu près tout ce qui vous entoure, votre table Ikea, votre lampe de chez Floss ou votre iPhone qui peut vous échapper de la main. Bah, si l'iPhone il explose pas complètement dans la rue, on y est un petit peu pour quelque chose parce qu'ils font beaucoup de drop tests en simulation numérique avec nos solutions. Et ça, c'est notre business historique sur lequel on est connu. Et donc, effectivement, les gens peuvent connaître Katia ou SolidWorks parce que c'est souvent ce qu'on apprend à l'école. Mais en fait, on a 12 marques. Et notre deuxième marché, il n'est pas là, il est dans les sciences de la vie. On est maintenant le laboratoire privé le plus important dans le domaine des sciences de la vie. Après de nombreuses acquisitions, c'est une stratégie qu'on mène depuis 10 ans d'expansion pour aller de la numérisation du produit vers la numérisation de la vie et de la nature. Alors, c'est ambitieux, euh, mais on a attaqué très fortement sur la vie. Alors la vie, c'est quoi? C'est l'homme, c'est ses organes et ses molécules, hein. Et donc on a attaqué sur le sujet moléculaire. On a fait des acquisitions de leaders dans le domaine américain qui nous permettent de pouvoir maintenant maîtriser la chaîne complète de la numérisation moléculaire afin d'imaginer les molécules de demain pour les industries pharmaceutiques et les biotech. Et puis, la nature, ben, c'est les villes, c'est les sols et les sous-sols, afin de simuler les océans, simuler les gisements pour optimiser les ressources naturelles et les grands enjeux qu'on va avoir dans le futur. Tout ça pour être en capacité de permettre à nos utilisateurs de faire de la modélisation numérique dans un contexte qui soit durable et qui soit bienveillant pour l'homme, entre guillemets. Nous, on a toujours été dans la numérisation du vivant conforme, hein, contrairement au monde des jeux vidéo qui a été dans la numérisation du monde imaginaire pour faire rêver les gens. Et c'est génial, ou les films d'animation du reste, qui sont sur ces mêmes bases technologiques. Nous, on est sur du mathématiquement conforme, du scientifiquement conforme. Donc tout ce qu'on fait, c'est extrêmement pointu d'un point de vue mathématique et scientifique. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction. Moi je suis en charge de l'innovation. J'ai monté un lab d'innovation, le 3D Experience Lab, il y a 5 ans, avec des démarches nouvelles qui exploitent le cloud, qui transforment les méthodologies de travail et qui a perturbé notre groupe à l'époque, puisque j'ai dit à notre CEO, on va faire un lab d'innovation, mais il n'y aura pas une équipe, il n'y aura pas un boss. Chaque employé d'Asso Systèmes va être contributeur sur la base du volontariat à des projets d'innovation. Et donc, j'ai mis en place des méthodologies. On a changé les contrats de travail pour faire en sorte que chaque employé, du CEO jusqu'au développeur, en passant par l'ensemble de l'entreprise, sur les 140 pays, puisse prendre 10% de son temps sur des projets d'innovation qu'il va mentorer en compétences et en savoir. Ce qui fait que du coup, mon équipe, elle est extrêmement importante en finale et elle est très agile puisque en fonction des projets dont on doit travailler, sur lesquels on doit travailler, on va appeler à du mentorat et puis j'aurai des gens qui vont se présenter que je connais pas et qui vont apporter leur talent ponctuellement sur des projets d'innovation.
Donc, les trois grands critères du lab, de type de projet qu'on cherche à incuber, sont des projets qui ont un impact sociétal très fort, et ça depuis 5 ans. Donc, c'est pas la mode du Tech for Good, mais c'était le critère dès le départ. Deuxième critère fort, c'est l'innovation de rupture. Je ne m'intéresse pas au niveau de mon équipe à l'innovation interne ou l'innovation incrémentale, mais uniquement l'innovation de rupture, et qui fasse appel à l'intelligence collective et qui euh, soit ouvert et collaboratif. Donc ça, c'est les trois grands critères. Mais avant de vous parler finalement quelles ont été les grandes transformations qu'on a observées, notamment suite à la pandémie, je voulais vous passer une petite vidéo qui vous montre, pendant cette pandémie Covid, ce que nous, on a pu apporter comme soutien sur les différents projets. Et puis ensuite, j'en parlerai pour aller justement sur les grandes tendances et les grandes transformations. Donc, je vous partage mon écran vite fait. Je vous lance une petite vidéo de 2 minutes. L'idée, c'est pas de faire de la réclame, mais c'est de vous mettre des images un petit peu sur ce que je vais vous dire. On y va. Est-ce que vous la voyez? Très bien. Elle n'a pas de Un peu au son. ralenti, mais on la voit. Et sans son. Au ralenti et sans son. Alors, attendez, il n'y a pas de son. Je vais essayer quand même de régler ça. Bon, c'est pas très grave, c'est une musique, hein. C'est pas très très grave. Voilà, une petite vidéo qui retrace un petit peu les différentes actions qu'on a menées depuis 1 an, hein, maintenant. On a en fait vu apparaître la pandémie en Chine chez nos collègues à Shanghai, Pékin. Euh, et puis, donc, du coup, on a mis en place des outils de data intelligence pour comprendre ce qui se passait et de suivre l'évolution et surtout de comprendre les besoins. C'est bon, vous m'entendez, Stéphane? Ouais. Très bien. Ok, très bien. Et on s'est aperçu que effectivement le sujet était en train de devenir sérieux. On a suivi finalement la, la- la contamination de pays en pays et on a commencé par aider les Chinois sur l'hôpital de Wuhan pour faire de la simulation afin de bien construire et de bien étanchéifier les zones Covid, pas Covid, avec des technologies de simulation numérique. Et puis ensuite, on a monté un grand projet ouvert qui a permis de rassembler les gens en ligne gratuitement parce qu'on s'est rendu compte que chacun avait les mêmes problématiques dans son coin
et avait besoin d'apprendre des autres et de jamais de pas repartir d'une feuille blanche. Donc il y a eu tout l'écosystème des makers, des Fab Labs qui cherchaient à prototyper, à fabriquer des protections, des face shields, des ingénieurs, des indépendants qui cherchaient à concevoir des respirateurs d'urgence. Il y avait un manque en respirateurs. On en a accompagné plus de 25 et ça a été possible grâce au cloud. Puisque en Inde, au Mexique, au Brésil, on a accompagné des équipes qui ont fait en ligne. Chacun était dans son propre pays. Et en Inde, en moins de 8 jours, les gens ayant bossé jour et nuit, ils sont arrivés à concevoir, designer, simuler, prototyper un respirateur. Et donc, on a accompagné comme ça, grâce à une plateforme en ligne, des projets un peu partout dans le monde. Puis, on a bossé avec le MIT pour modéliser un modèle de gorge pour comprendre ce qui se passe quand quelqu'un tousse ou éternue. Donc, c'est les visuels que vous avez vus, euh, afin de modéliser les particules, incluant des particules de taille Covid, et de comprendre où est-ce qu'elles vont se répandre en plaçant une personne face à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres. Il y a eu ces discussions, est-ce qu'il vaut mieux être à 1 mètre, 2 mètres, etc. Nous, on le simulait. Et donc, on mettait virtuellement une protection sur la tête de la personne en face, et ça nous a permis, l'objectif, c'était d'améliorer le design de ces protections, parce qu'on s'est aperçu très rapidement que les particules, elles passaient par-dessus, elles glissaient sur les cheveux, et s'il n'y avait pas une fermeture en haut, la personne pouvait être contaminée. Puis du masque, on est passé sur les hôpitaux. Des hôpitaux nous ont contactés en nous disant on a un gros problème. On accueille des patients Covid. Nos employés, nos docteurs, nos infirmières sont ultra protégés quand elles visitent des patients Covid et elles se contaminent quand même. Donc on leur a demandé de nous passer leur plan au sol. Et puis on a dit, ben, on va voir en fait si on peut simuler la propagation du virus. À l'époque, on ne savait pas s'il était aérosol, c'est-à-dire s'il se transmettait dans l'air. Ils nous ont donné toutes leurs conditions de fonctionnement, hein. Donc on l'a fait sur plusieurs hôpitaux, les premiers étant dans l'est de la France. Vous vous rappelez, la région de Metz a été fortement touchée en premier. Ils nous ont passé leur plan au sol, leurs conditions de pression, de température, les ouvertures, portes, fenêtres, climatisation, ventilation. Et on a mis tout ça dans un modèle et on leur a montré les résultats de la simulation. Et en leur montrant les résultats de la simulation, ils ont tout de suite compris que le flot de virus se propageait par des couloirs. Et il se trouve que dans ce couloir vecteur principal, il y avait la machine à café. Et donc, le médecin et l'infirmière sortaient ultra bien protégés de la chambre du patient, s'arrêtaient à la machine à café, enlevaient le masque, prenaient un café et se faisaient contaminer. Et donc, cette simulation leur a permis de bien comprendre. Et puis, comme vous l'avez vu, bon, il y a eu évidemment toute la façon de transformation de nos collaborateurs, hein. Dans la plupart des bureaux, ils avaient, en fonction des pays, des périodes de confinement, donc devoir travailler à la maison. Et donc devoir être dans un mode hybride. Je travaille au bureau, à la maison, mais il faut que je travaille et que mon environnement soit le même et productif. Et donc, ben, nos investissements dans le cloud et pour les clients qui avaient fait cette démarche, ben, leur ont permis d'assurer une continuité complète des opérations. Et puis, ben, il y a eu le retour sur les campus. Et là, c'était le bazar, parce qu'en fait, on ne savait pas, en fonction des contraintes, des ressources, comment faire bien rentrer les gens. Donc, on s'est dit, on va le planifier et l'optimiser. On est 4500 hein, sur le campus de Paris, par exemple. Sachant qu'il y avait tout un tas de règles à respecter sanitaires. Un bureau de 4, bah, il faut que 2 personnes. Les gens qui ont des enfants en bas âge devaient rester chez eux. D'autres personnes avec des problèmes médicaux devaient rester chez eux. Les gens qui étaient en transport en commun. Donc chacun, il y avait un certain nombre de règles. Et on s'est dit, bah, on va le modéliser. Ce qu'on a fait pour permettre aux collaborateurs de rentrer et puis de pouvoir manger à la cantine tranquillement, puisque pareil, on a simulé les flux d'air dans les cantines. Donc c'est un peu ça que raconte cette vidéo. Et je vous raconte ça. euh, alors, sachant qu'on a travaillé évidemment avec toutes les biotech hein,
c'était mon introduction, la modélisation de ces vaccins. Donc, il y a à peu près 60% des tests cliniques privés qui sont faits sur nos plateformes. Moderna, dont vous entendez parler, est notre client depuis le début. Et s'ils sont arrivés à aller aussi vite, c'est un peu aussi grâce à nous, puisque tous les tests cliniques ont été numérisés sur nos plateformes, comme pour BioNTech. Les biotech sont allés plus vite que les grosses pharma par agilité et par le fait que, sans avoir de legacy, ils ont adopté les plateformes numériques beaucoup plus rapidement. Mais ce que je veux dire par rapport à ces exemples, c'est que chacun a vécu de son entreprise, dans son pays, des grands bouleversements. On a tous été choqués. Euh, euh, et des fois, des bouleversements qui ont permis d'avancer. Par exemple, quand je vous parle de simulation de flux d'air dans un hôpital, c'est une innovation qui, sans la pandémie, n'aurait pas eu lieu. D'un point de vue technologique, la technologie, elle est connue et utilisée dans l'aérodynamisme pour les ailes d'avion, pour les coefficients de pénétration dans l'air des véhicules, pour optimiser une climatisation. Elle n'a jamais, avant ça, été utilisée dans les bâtiments. Et donc, l'idée que l'on a eue avec des mentors, c'était de l'appliquer dans un bâtiment. C'est une innovation finalement opportune, euh, de crise, qui a été prise dans une industrie pour être appliquée dans une autre et qui très probablement dans le futur servira de manière durable l'industrie du bâtiment. Parce qu'une fois que je leur ai prouvé que je savais faire des simulations de flux pour des problèmes de contamination, eh bien en fait des acteurs comme Bouygues ou autres vont comprendre qu'on peut simuler et donc optimiser l'énergie, par exemple, le flux d'énergie et donc tout le réseau d'air et de chauffage et avoir des performances bien plus importantes. Donc ça ouvre en fait quelque part de manière assez opportunistique de nouvelles voies et donc c'est intéressant à noter. Euh, Pareil pour la logistique, quand je vous dis, on a utilisé des algos pour planifier le retour au bureau. Ces algos qui sont aujourd'hui vendus à Amazon pour optimiser sa logistique, qui sont nos clients, ou à Aéroport de Paris pour optimiser la logistique. C'est souvent des clients qui ont besoin d'optimiser des centaines de millions de paquets. On est sur des flux extrêmement massifs. Et donc, c'est des algos qui permettent d'optimiser tout ça. On se les a appliqués à un personnel. Et ça a très bien fonctionné. Et pareil, c'est des choses sans crise. Très probablement, elles n'auraient jamais été utilisées dans cet usage-là. Ensuite, l'organisation du travail, elle est probablement là pour durer. Alors nous, on est peut-être un petit peu particulier chez Dassault Systèmes on est dans 140 pays, donc on est déjà organisé. Moi, dans mes équipes, j'ai des gens en Inde, aux États-Unis, et donc on travaille au quotidien sur des plateformes de visio. On est habitué. Pour beaucoup de gens, ils ont découvert Zoom, ils ont découvert Teams, Skype, etc. Euh, Nous, ce qu'on en a retiré de cette expérience, c'est que ça va durer, que ce sera un mode hybride, donc il n'y aura probablement pas de retour, et les entreprises ont évolué de manière assez rapide. Alors, les tech américaines ont tout de suite été à faire des annonces de presse en disant que chez Google, ils resteraient à la maison pendant ad vitam, chez Salesforce, c'est 2 jours, je crois. Enfin, chacun y allait de sa communication. J'ai envie de dire, peu importe si c'est un jour, 2 jours, de toute façon, on a besoin de socialiser. Donc, les gens ont aussi compris que 100% à la maison, c'était compliqué, surtout quand on a des enfants en bas âge ou quand on vit dans un petit appartement. Donc, on a besoin d'un environnement de travail pour socialiser. Ça a une vraie valeur. Et qu'un mix serait probablement à trouver, et chacun va se trouver. Mais qu'in fine, le sujet, c'est pas de faire des Zooms ou des Teams. Le sujet, c'est de travailler à distance. Et de travailler à distance, il faut pouvoir le faire sur son modèle de travail. Si je prends un exemple, si je travaille en ce moment sur un véhicule, je vais me connecter sur la maquette numérique du véhicule et à distance, je vais travailler tout en ayant en visio un autre ingénieur et on va travailler ensemble, peu importe où on est. Pareil pour un gros projet. Du reste, je parle 3D, mais ça s'applique à n'importe quoi. Et ce que je veux dire, c'est à la fin du Zoom, on s'est parlé, c'est chouette, on s'est vu, c'est encore mieux, mais on n'a pas forcément capitalisé sur la collaboration qui s'est effectuée pendant ce moment-là.
Et donc, nous, ce qui nous semble important, et c'est tous nos investissements, c'est d'être en capacité, donc, de non seulement collaborer à distance, mais de travailler sur un modèle numérique qui évoluera à la suite du travail et donc de capitaliser sur ce que s'est dit pendant cette heure de Zoom. Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués des sessions Zoom. Et ils arrivent à la fin de la journée, ils ont fait 10 Zooms, ils sont épuisés. Et donc, du coup, tout ça, ça va encore évoluer, hein. On découvre tous aussi de nouveaux modes de fonctionnement, mais c'est assez intéressant. Et puis enfin, je pense que ça a accéléré la prise de conscience environnementale, notamment vis-à-vis des grandes entreprises, euh, qui ont probablement aussi accéléré leur démarche. Donc, nous, on cherche à accompagner nos clients dans cette démarche, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous concevez un objet électronique, vous avez des outils et des moyens de comprendre en quoi ce que vous sourcez est rare et coûteux, en quoi ce que vous devrez recycler est compliqué, est-ce que c'est compliant avec les différentes normes, etc. Donc, dans l'électronique, il y a tout un tas de normes, mais ce que les gens ont compris, c'est qu'il faut aller au-delà de ça. D'un point de vue facture, entre ce que je prends à la nature et ce que je redonne. Et donc, être en capacité de le simuler, c'est d'autant plus important. Alors, nous, au Lab, c'est notre sujet depuis 5 ans. C'est pour ça qu'on fait et qu'on accélère des drones solaires autonomes pour pouvoir faire voler un avion uniquement avec le soleil, sans aucun bruit, sans aucune pollution, sans aucune prise énergétique sur l'environnement. Et ça, on y est arrivé puisque ce drone, qui est plus un avion du reste, a fait ses premiers vols solaires l'été dernier. Donc c'est un petit peu le futur du projet qu'on a fait avec Bertrand Piccard. Dans le Solar Impulse, la contrainte, c'était le pilote, puisque l'avion solaire peut rester en l'air très longtemps, mais le pilote, il faut qu'il mange, il faut qu'il aille aux toilettes. Et donc la condition humaine fait qu'on ne peut pas rester 10 jours en l'air comme ça. Ça va être possible avec des drones autonomes. Euh, donc, si je résume, les grandes tendances qu'on a vu naître finalement et accélérer, et du reste, on a notre ministre qui parle souvent de désindustrialisation de la France, ce qui est pas forcément le bon terme. La France n'a jamais été vraiment désindustrialisée. L'industrie s'est transformée, a évolué, s'est numérisée. Euh, il y a eu des ratés, entre guillemets, puisque tout le monde a réalisé qu'on ne savait plus produire un médicament en France, que tout était sous-traité en Inde et en Chine, de manière un peu trop excessive. Donc, il y avait des postes stratégiques qu'il fallait qu'on réapprenne à... Mais donc, ce que je veux dire, c'est que l'économie s'est digitalisée, l'industrie aussi. Tiens, j'ai mon chat qui vient visiter. Et cette transformation, elle s'accélère. Et nous, on est au chevet de ces acteurs. Et du coup, on voit bien ceux qui ont passé l'étape de transformation 100% cloud, ont passé la crise sans problème. Ceux qui étaient restés avec nos anciens legacy, desktop, euh, ça leur a compliqué la tâche. Et notamment pour les PME, PMI, ce sont des acteurs qui ont compris qu'il fallait accélérer. L'organisation du travail, évidemment, va être transformée vers des modèles hybrides et chaque entreprise aura son modèle en fonction de... Et puis, troisième point important, la prise en compte de l'environnement, qui maintenant est plus un sujet side, je pense, qui est plus juste pour faire bien dans le rapport RSE, mais qui va probablement être de plus en plus au cœur de la raison d'être de l'entreprise. Je pense que ces transformations avaient déjà lieu depuis une petite dizaine d'années avec les nouvelles générations qui cherchent à avoir un job qui fait sens plutôt qu'un job uniquement pour la fiche de paye de la fin du mois. Ça s'accélère dans les autres générations, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on peut noter et c'est plutôt positif parce qu'il faut effectivement prendre soin de notre environnement collectif. Et puis le dernier point, l'intelligence collective a brillé quelque part, puisque bah, c'était une période où les usines étaient fermées, les entreprises ne pouvaient plus fonctionner, et donc des individualités se sont révélées, et on a pu démontrer qu'en les faisant travailler ensemble, en les appuyant, en les aidant,
ensemble, elles étaient capables de faire pas mal de choses, de manière certes très frugale, mais de manière très agile, très rapide, très locale, et d'être en capacité de se connecter localement avec des gens qui avaient le besoin. Et ça, c'est pas nouveau quelque part, mais ça s'est vraiment accéléré.